Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 4 de notre émission Questions-Réponses sur la chaîne de 33 Golf Lab. Alors cette semaine un épisode un petit peu particulier puisque je suis tout seul à assurer l'émission sans Bertrand puisqu'il est actuellement en Afrique du Sud à jouer au golf sur le parcours de Charles Schwartzel. Donc Bertrand, si tu regardes cette vidéo, coucou et puis amuse-toi bien et envoie-nous de belles photos d'Afrique du Sud. Alors comme chaque semaine, vous l'avez compris, une question d'internaute. Cette semaine nous avons une question de Franck de Villeneuve-sur-Lot. Alors Franck, venons-en vraiment au cœur de la question, l'évolution des têtes de fer. Et la première chose à évoquer pour bien comprendre cette évolution, c'est déjà de comprendre ce qui constitue une tête de fer. Alors une tête de fer, à première vue, est un objet assez simple, mais lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que finalement, les designers, les fabricants peuvent jouer sur différents paramètres assez subtils qui vont être bien sûr la dimension de la tête en elle-même. Par dimension, on a bien sûr sa longueur, sa hauteur à la pointe ou au talon qui peut être fort différente d'un modèle à un autre. Vous voyez ici, si l'on compare, deux dimensions très différentes. On va bien sûr pouvoir jouer sur l'épaisseur de ce qu'on appelle la top line du fer, qui est cette partie du club, qui va être plus ou moins fine. Ici, cette tête qui a une top line assez épaisse, et ici un fer avec une top line extrêmement fine. On va jouer bien sûr sur l'épaisseur de sa semelle, qui peut être plus ou moins fine. Ici encore, c'est toujours le même, mais deux extrêmes de semelle très différentes. Ici une semelle large, ici une semelle très fine. On peut jouer aussi sur la hauteur de ce qu'on appelle ici, cette portion du club, c'est ce qu'on appelle le hosel, c'est la partie dans laquelle le shaft vient s'insérer, qui peut être plus ou moins haute. Ça va avoir une incidence sur le centre de gravité, j'y reviendrai. On peut jouer bien évidemment sur la face en elle-même, une face de club qui peut être fabriquée à partir de différents matériaux, plus ou moins doux, plus ou moins résistants, à la corrosion notamment, qui vont avoir des touchés différents. Et on peut jouer bien sûr, je vais en parler beaucoup, ça a été la grande révolution de ces 10 dernières années, la notion de cavité, c'est-à-dire des têtes de fer qui sont creusées à l'arrière, à la différence de ce que l'on jouait il y a encore 20 ans, à savoir, et que l'on joue encore aujourd'hui, le design dit muscle back, ou lame, qui n'a pas, ou très très peu, de cavité à l'arrière. Alors pour en revenir précisément à l'évolution des têtes de fer, j'ai choisi de me situer au début des années 80, date à laquelle effectivement le design des têtes de fer a considérablement changé. Il a changé, on va rendre hommage, comme chaque semaine, je ne me prive pas de le faire à qui de droit, à la marque Ping, et sous l'impulsion de son fondateur génial qui s'appelait Carsten Solheim, qui en 1982 est venu révolutionner le marché de l'équipement de golf en termes de tête, avec son modèle à l'époque baptisé I2, qui ensuite est devenu le Zing 2, mais c'est très très proche en termes de conception. C'était le fer 2, pour la petite histoire, que je jouais lorsque j'avais 20 ans. Donc cette tête, elle a 23 ans. Alors en quoi ce type de fer, très différent de ce qu'on trouvait dans les années précédentes, cette tête est actuelle, mais elle conserve l'état d'esprit de ce qui a été fait jusqu'aux années 80, c'est vraiment le muscle back, la lame, eh bien, on le voit tout de suite, le Ping I2 est venu révolutionner le marché avec la notion de cavité à l'arrière. Carsten Solheim avait beaucoup étudié ce qui se faisait sur le marché des raquettes de tennis et avait compris l'incidence forte que pouvait avoir la répartition des poids sur une tête de club. En fait, pour être tout à fait exact, son prototype, la première qualité, remonte à 1961. Et à l'époque, ce modèle s'appelait le Ping 69. Il faudra attendre 1982, je pense qu'il avait laissé ce prototype un petit peu dans le placard pour s'occuper davantage de son putter, le fameux putter Answer. Il faut attendre 1982 pour que Carsten Solheim et Ping lancent de façon grand public les Ping I2 et viennent donc, je me répète, mais c'est la réalité, révolutionner totalement le design, la conception des têtes de fer. Alors, qu'est-ce qui est
venu changer radicalement, c'est la notion de répartition des poids en périphérie, qui va avoir pour avantage évident, on va très vite s'en rendre compte, d'augmenter ce qu'on appelle le moment d'inertie de la tête. Et pour faire simple, le bénéfice d'une tête à cavité est que lorsque l'on vient frapper, ce qui arrive souvent à tous les niveaux, lorsqu'on vient contacter la balle en dehors du centre de gravité de la tête, qui est l'endroit idéal sur lequel on voudrait impacter une balle de golf, et bien lorsque on vient impacter cette balle à différents endroits, plus en pointe ou plus au talon, et bien le décentrage qui s'en produit va être moindre que sur une tête plus classique sans cavité. Voilà. Voilà pourquoi on dit que, encore aujourd'hui, les muscle back sont des têtes plus difficiles à taper et réservées aux très bons joueurs, aux professionnels, parce que le moindre décentrage dans la tête va occasionner effectivement un twist, un phénomène de roulement de la tête beaucoup plus prononcé que sur une tête avec un fort moment d'inertie où effectivement les décentrages à droite ou à gauche de la cible seront moins prononcés et surtout vont occasionner moins de pertes en distance. Autrement dit, une balle qui sert à taper en périphérie du centre de gravité, eh bien, conservera tout de même une certaine fraîcheur, une certaine distance de vol, alors que, on le sait, lorsque sur une lame, on ne centre pas parfaitement la balle, on va être coincé, on va être tout de suite, je dirais, pénalisé par des effets plus prononcés et par une perte de distance sur ce coup. Le point de départ, c'est 1982, avec Ping, et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, on est venu finalement modifier cette notion de cavité, avec des cavités plus ou moins prononcées à l'arrière. Ici, voici un exemple de cavité, je dirais, moyenne, avec une semelle relativement fine. Ici, j'ai une cavité aussi qui est prononcée, c'est plutôt ce qu'on appelle une undercut cavité, avec, vous voyez ici, cette cavité qui est très prononcée sur le bas de la semelle et moins prononcée vers le haut. Donc finalement différentes combinaisons possibles de cavités. Le but étant d'influencer, donc on vient de le voir, le moment d'inertie de la tête, mais aussi la position du centre de gravité, et ça c'est la deuxième grande évolution des têtes de fer. Cette notion de centre de gravité est très importante. Et elle a vraiment contribué à l'évolution des designs des têtes de fer à partir de la fin des années 90, début 2000, grâce aux ordinateurs, grâce aux logiciels qui ont permis de comprendre l'influence de la position du centre de gravité sur les trajectoires de balles. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, la localisation du centre de gravité sur une tête, qui va être très précise, qui va se jouer finalement à l'intersection du centre de gravité horizontal de la pointe au talon, du centre de gravité vertical, du haut de la tête jusqu'au bas de la tête, et enfin le centre de gravité, je dirais, en profondeur, de l'avant de la tête jusqu'à l'arrière de la tête. C'est à l'intersection de ces trois lignes qu'on va trouver ce qu'on appelle le sweet spot, le vrai centre de gravité de la tête. Eh bien, on pouvait jouer pour altérer les trajectoires de balles. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des designs de tête qui vont modifier, altérer la position de ces trois centres de gravité, avec une première évidence qui est que plus le centre de gravité d'une tête se rabaisse et plus on pourra faire une trajectoire de balle haute, plus on positionne le centre de gravité vers l'arrière de la tête, ce qui serait le cas de ce modèle ici de chez Snake Eyes, avec finalement un centre de gravité bas et plutôt vers l'arrière, on va avoir là aussi des trajectoires assez hautes. Et inversement, pour des joueurs comme moi qui cherchent à faire des balles plus basses parce que je fais des balles plutôt hautes, eh bien, on est presque condamné à jouer finalement des lames ou des muscle back. Ce n'est pas par snobisme ou voilà. Il est évident qu'une lame, une muscle back, de par la position de son centre de gravité plutôt vers le haut et vers l'avant, va aider à diminuer effectivement la hauteur de balle. Autre évolution, ici j'avance dans le temps, ici on va aller au début des années 2000, va être la réflexion sur le coefficient de restitution. On en a parlé pour les drivers, puisque c'est en 1998 que l'USGA est venu fixer la limite du corps à 0,83. Alors,
Évidemment, on a très vite atteint cette limite pour les têtes de driver, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'évolution elle est quasi impossible, quasi nulle à ce niveau. Par contre, pour les fers qui ont un volume beaucoup moins important, il est très difficile d'atteindre cette limite. Et pourtant, elle a été atteinte, et ici de nouveau, je tiens à rendre hommage à Tom Wichon, qui a été le premier fabricant, le premier designer à inventer des têtes de fer avec un coefficient de restitution proche de la limite légale qui est de 0,83, avec un modèle culte qui n'est malheureusement plus fabriqué aujourd'hui, qui est le 870 Ti, avec une face en titane, un modèle extrêmement facile à taper et avec un corps maximal, permettant de générer plus de distance sur un fer. Aujourd'hui, le modèle de référence que l'on trouve chez Wichon est le 771, un modèle avec lequel j'ai beaucoup de succès avec mes seniors, qui lui aussi, avec un corps proche de la limite légale de 0,83, permet de générer plus de distance à loft égal. Alors je viens de dire à loft égal, et je tiendrai à conclure sur cette thématique qui est sans doute le plus grand cheval de bataille de Tom Wichon, encore lui, et de la plupart des clubmakers et de tous ceux qui s'intéressent de près à l'équipement. Loft égal, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'effectivement, l'évolution depuis les années 80 des têtes en général et des têtes de fer en particulier a été des lofts de plus en plus refermés. Le postulat étant, les golfeurs veulent plus de distance, et bien, pour leur donner plus de distance, on va venir refermer les lofts. C'est vraiment un sujet très sensible, mais je tiens à conclure cette émission avec ce point. Pour sensibiliser ceux qui découvrent l'univers du sur-mesure au fait qu'aujourd'hui une tête de fer 7, pour prendre un exemple, a un loft équivalent à une tête de fer 5 environ des années 80. De façon très près, puisqu'un fer 5 dans les années 80 avait un loft d'environ 32 degrés, aujourd'hui la moyenne des fer 7 sur un marché est de 34 degrés, et on se retrouve avec des fabricants, on ne va pas les citer, c'est pas le but, des fabricants qui aujourd'hui proposent des fer 7 à 32, 31, j'ai vu des 30 degrés de loft passer à mon atelier. 30 degrés de loft, c'est un bon fer 5, et effectivement, on va aller plus loin. Donc, lorsque l'on compare, et vraiment c'est un point clé essentiel à comprendre, c'est un message que je voudrais vous faire passer, lorsque vous comparez lors d'un fitting, que ce soit avec moi, que ce soit avec n'importe qui, lorsque vous comparez deux têtes de fer 7, posez cette question simple à la personne qui vous vend ce club: quel est le loft de mon fer 7? S'il s'avère que vous avez un club qui va plus loin et que son loft est effectivement plus refermé de 1, 2, 3, voire 4 degrés, eh bien ne cherchez pas plus loin, c'est la seule raison pour laquelle vous tapez ce fer 7 plus loin que celui que vous avez dans votre sac ou celui de votre copain. Voilà Franck, j'espère avoir répondu à cette question, et comme d'habitude, s'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des questions que vous souhaitez poser par rapport à cette thématique des fers, n'hésitez pas à me les poser par email, sur ma page Facebook, sur la chaîne YouTube. Juste en bas de cet écran, vous pouvez poser toutes les questions si vous êtes abonné à la chaîne. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine, ou au moins dans 8-9 jours avec Bertrand, et puis un petit bonus à la fin de cette vidéo. Voilà. Bonne semaine, bon golf, et à très bientôt.